Bienvenue, welcome at Almendra Impact, le podcast qui interroge et donne les clés pratiques pour réaliser l'impact positif. Je suis Bernard Lecuivre et avec Merle Becker, nous mettons en lumière les personnes qui œuvrent par leurs idées et leurs actes à améliorer le monde, tout simplement. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir une personnalité qui navigue entre plusieurs mondes, celui du conseil stratégique qui aide des organisations internationales, celui du gouvernement et des fondations qui visent à créer de l'impact, celui de l'entreprise publique avec le conseil d'administration de Bipost en Belgique notamment, ou encore celui de l'éducation. On parle aujourd'hui avec Audrey Hanard. Bonjour Audrey, je suis ravi de discuter avec toi de ton parcours, de ta vision de l'impact et comment on passe d'une stratégie à une implémentation pratique et réussie sur le terrain. Bienvenue. Bonjour Bernard, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. Merci à toi. On va commencer par une question simple. Audrey, qui es-tu et comment es-tu arrivée à faire ce que tu fais? C'est une question simple et pas simple. Voilà. Qui je suis? Ça peut être très, très philosophique. Ce que je suis aujourd'hui, donc, je suis maman de deux petites filles aussi à la maison. On habite à Londres pour l'instant, même si on va bientôt déménager à Bruxelles. Mais donc, j'ai vécu dans différents pays et toujours très inspirant aussi d'avoir cette vision internationale sur le monde. Et ça fait se rendre compte que la Belgique, c'est un endroit pas si mal. Donc ça, j'aime bien le dire aussi. Donc très belge de cœur, très clairement. Et alors maintenant, donc effectivement, je suis partenaire d'un cabinet de conseil stratégique à impact sociétal qui s'appelle Dalberg, qui accompagne des acteurs du changement. Donc effectivement, ça peut être des fondations, des gouvernements, des entreprises qui veulent travailler sur un impact positif dans le monde via leurs activités, minimiser leurs impacts négatifs, augmenter leurs impacts positifs. Et donc ça peut être les aider à réfléchir à la stratégie, à la mesure d'impact, à réfléchir à tout ce qui est impact systémique et comment on crée de l'impact dans un monde qui est hautement volatile, comme on le voit aujourd'hui de jour en jour, et aussi très très interconnecté. Et donc, Oui, comment est-ce qu'on arrive à voir les leviers qui permettent de créer ce changement? on adore ça chez Almendra. C'est vraiment l'objet principal du podcast. C'est une définition de l'impact et comment le mesurer. Est-ce que toi, tu aurais une de tes définitions et alors peut-être une approche pour mesurer l'impact? Mais donc l'impact, c'est une bonne question parce que vraiment tout le monde parle d'impact et un impact peut être entre guillemets favorable ou défavorable. Donc il y a différentes façons de le voir. Moi, j'avais vu une présentation par président Clinton à l'époque, enfin relativement récent, il y a 5 ans, où pour lui, sa définition d'impact, c'est tout ce qui permet de créer des ponts et de rapprocher des gens, des différentes factions, des groupes, des institutions. Et donc ça, je trouve que ça me parle beaucoup dans le monde systémique dans lequel on est. C'est qu'en fait, quand je me pose la question est-ce que j'ai un impact, je crois que tout ce qui permet de créer des ponts et de rapprocher les gens, les énergies, les élans, les mouvements, je crois que ça permet d'avancer dans le bon sens. Et malheureusement, pour l'instant, mais l'histoire est non linéaire et donc je reste très confiante que à long terme, l'arche de la justice morale est longue, mais penche dans le bon sens, disait Martin Luther King. J'ai confiance qu'effectivement, on va dans le bon sens à long terme. Mais là, tout de suite, c'est sûr que quand on parle de créer les ponts, on a un peu le sentiment inverse sur beaucoup d'aspects. Oui, et là je te rejoins. On a reçu aussi un invité récent dans le podcast qui parle de la nécessité de garder un optimisme où ça va vraiment nous faire tenir par la résilience et créer ces communautés. Que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Je trouve que c'est juste effectivement, il faut. J'aime bien penser aussi, j'ai souvent qu'on va on regarde, c'est un peu comme au vélo. Et donc, si on regarde juste devant soi, évidemment, on se prend les pieds dans le tapis. Je crois qu'il faut en tout cas donner une chance d'aller vers du meilleur. Oui, hein, et en lisant ce que tu fais, je lisais aussi dans ta volonté tu parlais de créer des ponts, des communautés, un réseau. J'ai vu aussi que tu as participé grandement à Be Education, Oui, où tout à là fait, tu ouais. veux améliorer le système éducatif. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est venu le problème et puis l'approche? Mais donc l'enseignement, moi, c'est un sujet. Mon parcours, c'est que j'ai fait Solvay et puis j'ai passé pas mal d'années chez McKinsey. Et puis j'ai fait un master en gestion publique à Columbia, donc j'ai toujours voulu naviguer sur le public-privé, de nouveau comment créer des ponts entre ces deux mondes. Et pour moi, quelque part, c'est pas et, c'est pas ou, c'est plutôt et il faut idéalement on arrive à avoir un impact et commercial et sociétal en même temps.
Et quand je me posais un peu la question il y a une technique en conseil de problem solving qu'on appelle les 7 pourquoi. Donc, quand on essaie de résoudre un problème, on demande 7 fois pourquoi pour aller vraiment à la cause racine. Mhm. Et je prenais n'importe quel problème dans le monde, entre guillemets, et ma réponse finissait quand même toujours par être que l'enseignement et l'éducation et de comment on forme nos esprits de tout petit jusqu'à l'adolescence, voire par la suite. Comment est-ce qu'on permet à chacun de continuer à trouver sa place dans une société qui évolue en permanence est pour moi fondamental et permet d'éviter des écueils. J'ai travaillé sur la thématique des prisons, par exemple, avec le groupe du vendredi. Et là, on se rend compte que c'est des gens qui ont les parcours de vie fracassés. Et au contraire, on loupe, on parle de compétitivité en Europe, mais en fait, si on ne permet pas à nos brillants esprits d'émerger en STEM et autres, on perd ce combat-là aussi. Donc, quel que soit l'angle, quelque part, pour moi, l'enseignement est vraiment quelque chose de clé. Alors, je suis probablement biaisée parce que je suis fille de 2 enseignants et je me rappelle très bien que mon père m'a toujours dit: «On pourra tout te prendre parce que tu as dans la tête». Mais ça continue d'être un credo qui marche très fort. Je crois que l'esprit critique est juste un certain bagage intellectuel, scientifique. C'est vraiment quelque chose de précieux qu'on peut donner à la prochaine génération. Et donc, j'avais travaillé un peu avec McKinsey sur la question du pacte pour l'enseignement excellence, sur le diagnostic. J'ai ensuite décidé qu'en fait, j'avais vraiment envie de travailler là-dessus. Et donc, quand j'ai quitté McKinsey, j'ai rejoint une structure qui s'appelle Teles Impact et qui accompagnait les philanthropes de par l'Europe, mais en Belgique en particulier et en France maintenant de plus en plus, à structurer leur portefeuille philanthropique. Et donc là, j'avais trouvé, pour moi, à ce moment-là, le job idéal parce que j'accompagnais des associations dans le domaine de l'enseignement en étant financée par ces philanthropes qui voulaient aider cet écosystème d'associations à avoir un impact systémique, justement. Et un des constats que j'avais fait, c'est qu'en fait, ces associations ne travaillent pas beaucoup entre elles, mais encore de façon plus interpellante, finalement, ont très peu de ponts directs avec le monde de l'enseignement. Je parle pas des écoles, donc ils venaient faire des activités dans les écoles, mais quelque part, cette logique de se dire, je vais donner une activité dans les écoles avec les élèves, mais en fait, si je formais les profs à la méthode que j'essaie d'apporter, j'aurais un impact multiplié chaque année et ça devient du coup exponentiel si les profs entre eux commencent à se former aussi, voire rentrer dans le catalogue standard de formation des profs. Donc, c'est ce genre de réflexion plus systémique qu'on a voulu apporter. Et donc, on s'est rendu compte que, en fait, créer, dans le cadre de ce pacte pour l'enseignement excellence, un contrepoids dans le bon sens, un poids de soutien dans l'écosystème des associations qui pourraient venir en soutien de ces écoles qui voulaient se professionnaliser, s'améliorer, était hyper précieux. Et d'ailleurs, dans le pacte, on fait référence au fait qu'une école doit maintenant avoir des plans de pilotage. On doit identifier quelles sont nos forces, quels sont nos points de développement, qu'est-ce qu'on va améliorer. Ça peut être le climat scolaire, par exemple, quand il y a du harcèlement. Ça peut être, on a beaucoup de primo-arrivants dont la langue maternelle n'est pas le français. Ça peut être, on a un retard dans les mathématiques. On voit que certains élèves, alors on a des gros écarts de réussite avec des élèves qui ont beaucoup de bases en arrivant à l'école, d'autres moins. Et donc, quelles que soient les problématiques que l'école identifie comme étant ces challenges, en fait, permettre à ces écoles d'avoir accès à un écosystème d'associations qui, en fait, propose des solutions innovantes à ces problématiques, mais qui ne savaient pas toujours créer quelque part ce lien et retrouver. Donc, créer un peu un catalogue quelque part, un one-stop shop, j'appelle ça, e-education, qui permet à une école, à un directeur, à un enseignant qui dit, moi, j'ai un problème avec ceci, d'avoir un point de contact, de dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il existe dans le paysage de soutien de la société civile qui veut développer ce genre d'initiative pour les aider. Et donc, on a créé e-education dans ce contexte-là, avec aussi un souhait de renforcer, professionnaliser les ASBL elles-mêmes et les amener à l'échelle, justement, en réfléchissant plus à l'impact systémique, avec toujours cette logique de se dire si votre solution est quelque chose qui devrait bénéficier, entre guillemets, à tous les étudiants ou les élèves qui en ont besoin, comment est-ce qu'on peut permettre à cela d'arriver? Et ça peut être en partie devenir en partie public, avoir des financements publics. Ça peut être créer une franchise où, en fait, une ASBL développe une technique à Bruxelles, mais en fait, un autre porteur de projet à Gand veut répliquer la méthode dans des écoles à Gand. Voilà, il y a différentes méthodes de penser à comment on met à l'échelle un impact qu'on veut créer. Et donc, accompagner des ASBL dans cette réflexion-là aussi, en créant ce point avec le monde de l'enseignement. Et je suis très contente de voir que maintenant l'ASBL a quand même quelques années et continue à grandir et à avoir un réseau au-delà de la taille du réseau qui est quand même un réseau proche. Je vois que les associations travaillent de plus en plus ensemble, se connaissent, échangent, partagent les bons plans, vont pas redécouvrir la poudre entre guillemets quand il faut créer un site web, des références, tiens, moi j'ai travaillé avec tel designer et se passe du coup les bons plans aussi, donc ça permet de bypasser un peu les premières étapes de start-up pour certaines associations plutôt que de chaque fois réinventer tout seul dans son coin. Donc c'est une très chouette organisation et je suis très contente de voir comment elle a évolué. Bien sûr.
Et tu parlais des résultats où l'on voit ici par l'association et la mise en partage des associations, on commence à avoir des résultats à un niveau systémique et par là, vraiment, une mesure d'impact. Est-ce que tu utilises dans tes différentes activités alors une échelle de mesure d'impact où par les actions individuelles, tu fais grandir vraiment l'effet sur une société, sur un changement systémique? Comment est-ce que tu Et mesures donc, ça? il y a beaucoup d'évolutions à la réflexion sur tout ce qui est mesure d'impact, hein. Donc, historiquement, la première étape dans mesurer l'impact, c'était quelque part, si je ferais vraiment un bilan un peu noir et blanc, mais sur les 40 dernières années, on est parti on finance des projets et on mesure les inputs. Donc, et ça, c'est encore parfois la logique des subsides publics, hein. On donne de l'argent, mais on peut l'utiliser à ça, mais pas à ça. Et on décide qu'on peut utiliser à des ETP ou justement pas à des ETP, ou bien on peut utiliser à des matériaux, etc. Beaucoup de contrôle sur comment cet argent est utilisé, du reporting sur est-ce que l'argent a été utilisé dans une logique. On veut prévenir évidemment la fraude et ce genre de choses. Après, il y a une évolution vers, en fait, on s'en fout un peu, entre guillemets, des inputs. Ce qui est important, c'est les outputs. Donc, combien d'élèves ont été formés à la méthode, combien d'enseignants ont été formés, combien de formations ont été données, qui était déjà une évolution, je pense, en bon sens, mais qui évidemment devenait très quantifiée et quelque part, le nombre de formations données ne dit rien sur est-ce que la formation donnée à un prof va faire que le prof, le lendemain, dans sa classe, va effectivement adapter sa posture, son comportement pédagogique. Et donc, il y avait vraiment un questionnement autour de ça, de se dire, en fait, les mesures d'output, c'est déjà un peu mieux, mais c'est quand même pas encore ça. Et puis, il y a une logique de plus en plus qui a évolué vers outcome, qui est plutôt vraiment les résultats. Donc, pas juste ce qui a été fait, les activités, mais les résultats que ça mène. Et donc, est-ce qu'on observe des changements de comportement? Alors, ça peut être rapporté par la personne elle-même. Dire, oui, effectivement, 6 mois après la formation, je vois que je comporte des trucs. Ou les élèves, est-ce que vous voyez une différence en comportement de prof? Et donc, une logique aussi graduellement de mesure à 360 degrés, où on essaye de prendre différentes perspectives pour voir si effectivement on voit un changement sur le terrain suite aux activités qui ont été menées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie du changement. Donc il y a une certaine, mais qui est très linéaire. Et donc c'est là que je dis on a encore évolué tout récemment, où on a un certain input, on a de la force humaine, des gens, des employés, on a des méthodes, des approches, du matériel. On a du coup des activités qui ont lieu avec ces approches qui sont censées générer l'impact. Et puis il y a un résultat sur le terrain qui est observable. Et donc là, cette théorie du changement qui peut après être questionné. Parfois, on voit qu'on mène plein de formations, mais il n'y a pas de changement de terrain. Et donc, alors, il faut se demander c'est quoi ce qu'on appelle les hypothèses sous-jacentes, implicites, qui devraient avoir lieu. Donc, par exemple, hypothèse implicite, la formation est de qualité et mène effectivement à la deuxième hypothèse, c'est que la formation, une fois que la personne a été formée, elle va effectivement appliquer cette méthode. Il y a on se rend compte qu'on peut tester un peu la théorie du changement et se rendre compte où est-ce que ça coince, et ce que ça fait qu'en fait, ça se traduit pas, entre guillemets, d'une étape à l'autre dans ce processus. Tout ça est relativement linéaire encore. Et donc, on se rend compte qu'en fait, quand on commence à penser plutôt à une logique systémique, c'est qu'en fait, c'est rarement une chaîne comme ça de cause à effet hyper direct. Il y a plusieurs effets. Il y a un contexte dans lequel on opère. Et donc, de plus en plus, quand on parle de mesurer ou manager l'impact, parce qu'en fait, l'important n'est pas tellement de mesurer, c'est de manager l'impact et voir comment on peut adapter notre approche à ça. On se dit, en fait, il y a un contexte dans lequel on opère et le contexte peut être favorable, défavorable. Par exemple, pour l'instant, je travaille avec une fondation sur tout ce qui est réforme carcérale. Il y a certains pays qui sont très en faveur, par exemple, de dépénaliser certaines choses ou qui sont très, justement, au contraire pour les sanctions fermes. C'est important de comprendre dans le contexte dans lequel on évolue pour pouvoir, du coup, réfléchir à quelles sont les meilleures actions à entreprendre. Et puis, il y a l'action qu'on soutient en tant que fondation et que certes la société civile prend, mais il y a une question sur comment est-ce qu'on impacte le cadre régulatoire, par exemple. Comment est-ce qu'on étudie les rapports de force, les rapports de pouvoir entre différents acteurs qui peuvent, du coup, faire bouger ce cadre régulatoire, les comportements d'individus qu'on essaie d'impacter, par exemple les profs dans le cadre de l'enseignement, l'opinion du grand public qui va, elle, impacter la police. Donc, c'est plutôt une analyse avec 4-5 dimensions en général qui permettent de commencer à réfléchir à comment ces différentes factions, on parle de factions dans ce cas-là, en fait, se positionnent et du coup, comment les rapports de pouvoir évoluent dans le temps et comment est-ce qu'on peut avoir un impact sur ce point. Par exemple, ce qui se passe actuellement avec le Groenland et Trump est un très bel exemple. On voit quand même que là, maintenant, il y a des fissures qui commencent à se créer et qu'en fait, il y a des contre-pouvoirs qui commencent à se mettre en place. L'opinion publique en Europe évolue. Et donc vraiment être capable de garder un sens à ça. Tout ça n'est absolument pas mesurable ou quasiment pas mesurable d'un point de vue quantifié. Et donc, la méthode en général rapportée, ce qu'on appelle les stories of change, c'est d'aller identifier est-ce qu'on voit des exemples concrets où il y a quelque chose qui a bougé structurellement.
Est-ce qu'il y a une nouvelle policy qui a été mise en place? Est-ce que même avant ça, est-ce qu'un policy maker a tenu un discours en faveur de quelque chose ou pris une position qu'il n'aurait pas pris 6 mois avant grâce à du lobbying? Le lobbying, pour moi, n'est pas un terme du tout négatif, mais l'advocacy qui a été fait par des ONG qui ont démontré certaines choses, par exemple. Et donc, est-ce qu'il y a des rapports qui ont été publiés par différentes parties dans l'écosystème qui n'auraient peut-être pas été les usual suspects pour publier ce genre de rapports sur, à l'époque, par exemple, en Belgique, on a instauré un nouveau rapport, un nouvel système d'horaire dans les écoles, de rythme 7-2, donc 7 semaines de cours, 2 semaines de congé. Mais ça fait 30 ans qu'il y avait des pédagogues qui poussaient pour ça, c'est bien meilleur pour les enfants. Mais en fait, on a vu graduellement que la ministre de l'Enseignement s'y est intéressée elle-même. La Fondation Rabaudon a rédigé un rapport pour analyser quelles seraient les réactions de l'écosystème au sens large, donc le secteur touristique par exemple, les mouvements de jeunesse pendant les vacances, les universités, comment différentes personnes réagissent à ça, les parents, les centres parents, pour comprendre dans quelles conditions est-ce que ce changement est possible. Et en fait, c'est grâce à des pièces comme ça qui graduellement s'amoncellent. Et puis la décision d'avancer malgré la Flandre, hein, ça c'est aussi une question, c'est comment la Flandre va réagir. Et donc accepter qu'on ne peut pas tout avoir en place parfaitement pour faire avancer les choses, mais il y a quand même ce courage politique en fin de cycle politique. Donc c'était une réflexion sur où on en est en cycle politique pour que ça se passe. Et donc comprendre vraiment comment ces différentes factions et ces différents leviers d'action viennent ensemble et mêlent alors à vraiment des points où on voit qu'il y a un changement structurel et on peut le rapporter, l'identifier. Ça, c'est en quoi consiste, à mon avis, la mesure d'impact au sens moderne du terme, mais c'est beaucoup plus qualitatif et nuancé en approche que cette vision assez linéaire de la théorie du changement. Oui, c'est ça, exactement, ça apporte beaucoup plus. J'aime beaucoup cette vue où tu raccroches tous les domaines d'impact d'activité, donc dans une vue systémique. Et je pense que c'est en effet essentiel. On constate par contre une problématique, un challenge dans la réception ou dans la compréhension du lien et des dépendances entre tous ces domaines connectés. Pas besoin d'expliquer trop loin. Nous, pour nos pauvres cerveaux en recherche d'attention, et c'est une question du comment ici. Comment est-ce qu'on va adresser la complexité de tous ces sujets vers vers une réception d'un individu, d'une organisation ou même d'une société, pour justement adresser un bon message qui va faire un levier d'activité, mais sans amener trop de complexité à ces individus. Oui, c'est le rôle des acteurs de changement, de réfléchir à qui est mon audience, qui est l'audience que j'essaie d'atteindre, quel message que j'essaie de porter et quel est le meilleur canal pour le porter. Et effectivement, l'objectif n'est jamais d'expliquer cette complexité-là complètement, plutôt de se dire quelles sont les factions, quel est l'impact, quel est le mouvement que je veux voir faire, entre guillemets, tel politicien. Et là, je veux vraiment très granulaire, mais tel politicien, tel mouvement de la société civile, et quel est le meilleur message à porter. Par exemple, les actions de parents, je pense l'exemple des rythmes scolaires, par exemple. Je trouve que c'est un bel exemple, justement, là, sur le coup, on a vraiment réussi un impact. Les actions de parents, évidemment, étaient inquiets de dire, mais nous, en tant que parents, toutes les 7 semaines, avoir 2 semaines off, c'est hyper compliqué. Donc, comment alors on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire bouger la perspective de ces actions de parents, tout en entendant leurs préoccupations. Et donc là, à ce moment-là, il y a des messages à apporter, de dire, mais écoutez, on va essayer de travailler avec le mouvement de jeunesse aussi pour qu'ils puissent mettre en place des stages, des activités. Le fait que le secteur touristique nous a par ailleurs apporté qu'en fait, si on étendait les plages de vacances, ça a baissé le coût des voyages, parce que tout le monde va pas partir aux mêmes 5 semaines en été, mais en fait, c'est réparti dans l'année, donc ça permet de diminuer le coût des voyages, donc ça peut peut-être être un argument favorable aussi. Donc, il faut réfléchir justement, ramener ce qui est utile de discussion d'autres factions, groupe par groupe, pour avoir un discours qui est absolument pas manipulateur, hein, qui est pas faux. J'ai pas du tout faire inventer des messages comme certains font, mais par contre, qui permet aussi de créer un narratif qui leur permet à eux d'être convaincus et de devenir du coup supporters de la cause. Et donc ça demande toujours une analyse qui sont mes stakeholders principaux pour faire bouger les choses, quel est leur pouvoir d'influence sur le sujet et quels sont les messages à porter auprès d'eux qui ont du sens et qui leur permettent éventuellement effectivement de devenir plus favorables, ou en tout cas moins défavorables, ou en tout cas prêts à accepter certaines contraintes qu'implique un changement pour eux. Tout à fait, exactement. Accepter. C'est intéressant de voir devant l'éventail de toutes tes activités de tout type et comme on a tous. Et ça, c'est peut-être une question un peu plus individuelle ou personnelle.
comment est-ce que tu évalues l'effort que tu dois mettre à tel endroit? Comment est-ce que tu priorises ton effort, tes activités et le degré de confiance que tu as en dire, je mets l'énergie là où je vais avoir le plus d'impact? Ça, c'est une bonne question. Moi, je garantis pas du tout. Je le fais en général, donc je vais pas du tout prétendre que j'ai craqué ça. Je crois que je suis meilleure à aider mes clients à réfléchir à ça qu'à mon propre temps à moi, pour être honnête. Et je crois que c'est le cas de tout le monde, à mon avis. Moi, je crois qu'il y a quand même une dimension. Donc déjà, l'énergie, c'est un concept assez. On a 24 heures de journée, mais il y a des choses qui donnent l'énergie et des choses qui prennent l'énergie. Donc, c'est pas du tout, pour moi, c'est pas du tout une notion figée. Parfois, faire plus me donne plus d'énergie. Évidemment, il y a des limites à ça. Il y a la notion de juste sommeil, etc., et de récupération. Mais je sais que parfois, aller faire 1 heure de sport ou avoir une conversation hyper inspirante ou voilà, prendre le temps de faire un podcast comme celui-ci, ça me donne de l'énergie. Et donc, quelque part, et ça m'aide à réfléchir. Enfin, donc, quelque part, c'est pas juste un gâteau figé. Et donc, quelque part, il faut vraiment optimiser ce gâteau parce qu'en fait, chaque part qu'on prend, ça veut dire qu'on le passe pas à autre chose. Je crois que c'est justement, ça vaut un peu plus complexe que ça. Ça, c'est un. Ceci dit, c'est ta question de comment tu décides ton degré d'implication, mais ça, c'est clair. Moi, je me connais ouvertement. Je crois que j'avais entendu une présentation d'une dame à un speech aux États-Unis qui disait, lors d'un commencement speech, qui expliquait, elle dit, en fait, on me voit comme une femme hyper brillante qui performe bien partout, maman, etc. Mais en fait, chaque fois que je réussis quelque chose quelque part dans un pan de ma vie, ça veut dire que j'ai échoué ou en tout cas fait moins bien ailleurs. Si j'ai une super présentation aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas été à la présentation de danse de mon enfant la veille. Si j'ai été préparer un cake pour l'anniversaire de mon plus jeune, ben j'ai trop loupé une réunion client que mes équipes ont pris sans moi. Enfin, et je trouvais ça assez vrai. Donc oui, moi, il y a des domaines dans ma vie où à certains moments, je suis moins présente, j'ai été moins présente pendant. Donc j'ai aussi été présidente du CAB Post. Il y a eu quand même des moments très occupés, très très houleux où il fallait vraiment que je sois impliquée de façon beaucoup plus day-to-day que ce qu'une présidence en général de CA implique. J'ai été moins présente à ce moment-là pour d'autres CA où j'étais. J'étais moins présente pour mes équipes chez Dalberg. Et donc, quelque part, voilà, il y a aussi une vision de temps long. Je crois qu'il y a une notion de confiance qu'on crée avec les gens, un certain capital humain qu'on crée. Et donc, à un moment donné, c'est ça que j'adore dans ce que je fais, c'est que je crois que j'espère des liens de confiance et de respect où les gens comprennent aussi ça. Ils voient bien qu'à certains moments, tu es le moins présent et certains peut-être pas, il faut l'accepter aussi. Et donc, je suis pas au top tout le temps partout. Et je crois qu'il y a une question de confiance en soi et d'estime de soi qui fait qu'on accepte que c'est pas le cas et qu'on ne peut pas toujours donner la meilleure performance, le meilleur impact qu'on veut savoir où qu'on soit. Exactement. On avait cette discussion aussi avec Maud Larochette, on a reçu aussi qui parlait de la nécessité c'est ça, de se préserver de la confiance en soi et la donner aux autres, à ses équipes, pour au moins avoir une relation d'humain à humain. Mais à ce sujet, c'est intéressant aussi justement devant cette humanité ou je dirais vulnérabilité peut-être. Tu considères que tu as fait des erreurs dans ce parcours-là ou ton plus gros échec sur lequel tu aurais pris des leçons? Ah, c'est intéressant. Je crois pas qu'on fait des erreurs, je crois qu'on apprend. Donc, enfin, c'est un peu bateau, mais je crois que c'est vrai. Je crois que quelque part, une erreur, ça veut dire qu'on a essayé quelque chose, ça peut-être pas réussi. Personnellement, s'il y a un échec pour l'instant, je considère, mais j'espère encore pour le réaliser plus tard, je crois que j'aurais pu créer plus d'espace pour des femmes que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je crois que dans différents rôles que j'ai dans des CA, je crois qu'on aurait. Quand je vois, par exemple, le pourcentage de femmes dans les comités exécutifs dans l'entreprise en Belgique, ça reste extrêmement faible. Et je me dis, est-ce que j'ai pas loupé une opportunité d'être encore plus vindicative sur le sujet et où autant de femmes. Et ça, c'est quelque chose. Voilà. Est-ce que je suis tombée dans les travers aussi, de quelque part favoriser des gens qui ont déjà eu un profil similaire, qui du coup tendent à être hommes blancs plutôt que de prendre peut-être plus de risques. Je sais pas. Voilà, c'est des questions que je me pose et ça, je sais que j'espère pouvoir par la suite encore continuer à créer. Et ceci dit, chez Dalberg, j'essaie vraiment de soutenir justement beaucoup de femmes qui montent, même à des niveaux entre guillemets juniors et plus jeunes, parce qu'évidemment, il faut créer aussi le pipeline pour la suite. Mais ça, je me dis que c'est peut-être un impact que j'aurais espéré avoir plus. Et je sais pas si j'ai peut-être loupé parfois. Et je sais pas que j'arrive à identifier des moments précis, mais des opportunités où j'aurais peut-être pu soutenir ça encore plus.
Ceci dit, il n'est jamais trop tard. Trop tard. Non, exactement. C'est ce que je dis. C'est vrai que quand je dis échec, c'est plus à ce stade, je me dis est-ce que je peux encore faire plus à l'avenir? Voilà, c'est plus ça une réflexion dans ce sens-là. C'est ça. Ok, je comprends. Merci. Oui, c'est toujours intéressant de voir là ce qu'on peut améliorer. On aime bien aussi parler. C'est un podcast qu'on aime bien mettre une étiquette européenne. On voit et on a vu depuis des mois, des années un axe où justement l'Europe a besoin d'autonomie, a envie de construire son écosystème. Et là, je fais peut-être référence à ton expérience chez Bipost, où l'on parle ici de flux de logistique. Comment tu ressens cette dépendance de l'Europe par rapport à des intérêts technologiques américains, par exemple? Est-ce que c'était un sujet critique? Est-ce que ça l'est pour toi encore? Oui, oui, donc je crois que ça doit être un sujet critique pour nous tous. Maintenant, je t'avoue que je suis pas experte en géopolitique, mais on a quand même, enfin, effectivement, pendant des années, on a eu comme allié très proche et indéfectible les États-Unis. Donc, quelque part, on n'était pas trop inquiet du fait que notre technologie dépende des États-Unis. Je crois qu'il y avait pas mal de preuves que les États-Unis l'utilisaient aussi et qu'on était espionnés, je dis pas ça négativement, mais qu'en fait, les États-Unis avaient probablement accès à pas mal d'informations sur nous, sur nos mouvements diplomatiques et autres. Et en fait, on s'en accommodait parce qu'on avait finalement pas tellement à cacher. Je crois qu'en toute transparence, il y avait un peu de ça. Là maintenant, la question se pose franchement de comment on peut garantir ça à l'avenir. Et je vois bien, par exemple, chez Proximus où je suis au CA, on essaie de développer la logique de sovereign cloud, où on a des data qui sont stockées sur des clouds, qui restent des clouds Microsoft et autres, hein, donc qui restent des clouds américains, mais avec des garde-fous qui normalement permettent que, par exemple, quand il y a un update du software et ce qu'on appelle un patch, il soit checké vraiment d'abord par des entités belges, par des ingénieurs belges avant d'être accepté pour vraiment les données restent en Europe. Et donc voilà, et des serveurs européens, etc. Donc on essaye de pallier à ça et de créer des solutions pour éviter d'avoir trop de dépendance vraiment d'infrastructures critiques. Mais en fonction de comment le monde évolue, est-ce que ce sera suffisant ou pas, je ne garantis pas. Et donc, c'est vrai que ça, c'est une vraie question. Maintenant, moi, comme je te dis, je reste très optimiste et je crois qu'on a la chance d'avoir un capital humain qui reste quand même exceptionnel en Europe. On a des ingénieurs quand même vraiment excellents. Alors, moi, je me cite souvent les écoles françaises, mais c'est vrai, c'est quand même vraiment des très, très bons ingénieurs qui sortent de là. Ailleurs aussi. Et donc, je crois que le jour où vraiment on est un peu adossé plus contre le mur, on sera peut-être capable de faire plus rapidement basculer notre économie aussi vers là où elle doit aller. Et j'ai confiance en fait qu'on a ce capital humain suffisant pour assez rapidement réaliser le basculement là où il faudra. Maintenant, ça va pas être sans heurts et sans dégâts. J'espère qu'on ne va pas en arriver à une économie de guerre froide et vilaine pour effectivement réaliser ces changements. Donc, si on arrive à créer une autonomie via une transition un tout petit peu plus douce, je crois que ça serait une bonne chose pour tout le monde. Mais c'est certain que oui, en tout cas, le monde comme on le connaît, à mon avis, arrive à sa fin. Et même si les démocrates aux États-Unis reprennent la prochaine administration, je crois qu'il y a des changements qui ont été poussés, la confiance qui a été érodée va faire qu'à mon avis, il y a certaines tendances plus long terme. Et alors, c'est ça le drame des États-Unis, c'est que ces tendances plus long terme, les marchés des capitaux, les investissements qui sont faits aux États-Unis en masse vont graduellement shifter, être rebalancés ailleurs. Mais ça va pas être fait du jour au lendemain. Et donc, l'électorat américain, à mon avis, malheureusement, va voir les conséquences de ces décisions sur l'inflation, sur la perte de pouvoir du capital et du capital du dollar que dans plusieurs années. Et donc, malheureusement, on va pas s'en rendre compte assez vite que pour prendre une décision qu'on espérait, je crois, en tout cas pour la plupart je crois, des Européens, qui s'imposeraient dans leur pays d'un point de vue démocratique. Mais voilà, ça pour dire que je crois que l'Europe va évoluer probablement assez rapidement et ça, c'est le positif de l'histoire. Exactement. Et en tirer au moins une opportunité et faire ce qu'il faut le plus rapidement possible. Oui, en effet. Merci beaucoup. Mais justement, donc, tu parlais de communauté, de faire le lien. Ici, chez Almendra, on a pris le parti de aussi rassembler les gens autour de la musique. Et donc, pour garder cet optimisme, on demande à chaque invité leur morceau favori qui les tire en avant, qui leur donne de l'énergie ou qui leur plaît le plus simplement. Et on les met dans une playlist et pour en faire bénéficier tout le monde. Audrey, c'est quoi ton morceau qui te donne le plus la pêche? Alors moi, c'est Florence and the Machine, Dog Days Are Over.
qui justement est optimiste dans le sens de dire, ben voilà, on est dans le pire, mais on y croit et on va avancer. Et donc, je trouve que quand je suis fatiguée et avec très peu d'énergie, j'écoute Florence and the Machine. En général, j'aime beaucoup. Mais Dog Days Are Over est peut-être le morceau qui me donne le plus d'énergie dans son répertoire. Ah, génial. On aime bien, Florence and the Machine. Merci beaucoup. On va le mettre dans la playlist et donner le lien. Audrey, merci beaucoup pour avec grand plaisir, cette conversation, pour la franchise, l'inspiration et les clés pratiques de créer de l'impact et le mesurer. On avance. Et pour nos auditeurs, partagez cet épisode si vous avez apprécié et retrouvez tous les morceaux de musique sur notre playlist. Dites-nous aussi en commentaire et les personnalités que vous rêvez d'entendre chez Almendra Podcast. Audrey Hanard, merci encore. On est ravis de t'avoir reçu. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. Merci Audrey.